Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour donner suite à notre étude sur les dynim de Shabbat, et plus précisément les melachot, les travaux interdits pendant Shabbat, nous étions arrivés à une melacha, un travail un petit peu original, qui s'exprime, je dirais, par se déploie en différentes choses originales. L'appellation générique, c'est dresser une tente. Et nous avions vu qu'il y avait plusieurs cas qui pouvaient se présenter, comme le fait d'ajouter un élément à une tente déjà existante. On avait parlé de cela, et on était arrivé à monter une table ou un lit. En effet, il est permis le jour du Shabbat de déposer une planche de bois sur 4 pieds ou même 4 piliers afin de former une table ou un lit. On ne va pas considérer cela comme la fabrication d'une tente. Et pour une raison simple, c'est que bien que ceci puisse être considéré dans les apparences comme une tente, comme cela nous est rapporté d'ailleurs dans le Shulchan Aruch, cette permission-là s'applique seulement si l'on n'utilise pas l'espace sous le lit pour y déposer des objets, tels que par exemple des chaussures, des valises ou autres objets qu'il est courant d'entreposer sous un lit. Et bien que le Biur Halacha le permette selon la stricte loi, dans ce qu'il appelle Mitot Shelanu, il conclut qu'il convient de se montrer rigoureux si ce n'est pas une nécessité absolue. En tout cas, d'après le Rav ici, ce n'est pas assimilable à l'érection d'une tente prohibée du fait que l'espace qui se trouve en dessous de la planche n'est pas utilisé comme pour une tente. Je vous ai déjà dit, pour ceux qui étaient là avant, que toutes les mélachot interdites ne sont interdites que lorsqu'elles sont transgressées de la même façon dont elles étaient réalisées pour la construction du Mishkan. Et à ce moment-là, c'est vraiment une melacha asura. Mais sinon, s'il y a quoi que ce soit qui change de fondamental, eh bien, c'est déjà plus un Issur Torah, et des fois, il reste un Issur de Rabbanan, mais des fois même pas. En tout cas, ici, on n'utilisera pas l'espace obtenu sous la table ou le lit pour profiter de l'ombre ou même s'abriter des intempéries. On prendra soin de ne pas fixer la planche solidement pour ne pas enfreindre à l'interdiction de construire pendant Shabbat. Il sera également défendu de mettre délicatement les pieds dans la table s'ils sont généralement fixés solidement, comme c'est souvent le cas pour les tables en plastique, par exemple, dans lesquelles on enclenche les pieds. Alors évidemment, comme toujours, je fais la même remarque. On a l'impression d'être très à cheval sur des détails absolument inimaginables, en se disant « Waouh, c'est quoi ? Pourquoi tant de détails pour une telle sophistication dans ces règles de Shabbat avec l'interdiction de transgression de choses qui nous semblent parfois quasiment anodines ?» Il faut bien comprendre que le Rav qui a fait cet ouvrage, qui de mon point de vue est un des plus remarquables, comme je l'ai déjà dit souvent, il a simplement montré, c'est ce que je voudrais partager avec vous, que le Shabbat c'est un univers, et c'est bon de le rappeler justement lorsqu'on est au Shabbat qui dit ça, c'est l'une des parachutes qui rappelle l'obligation de respecter le Shabbat, vous le verrez dans qui dit ça. Eh bien, le Shabbat c'est vraiment le pivot essentiel de toute la Torah et de tout le judaïsme. C'est pas par hasard si quelqu'un qui respecte le Shabbat, ou quelqu'un qui de manière générale est considéré comme respectueux des lois juives, on l'appelle Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, c'est un peu le truc le plus ultra, quoi. C'est vraiment, si quelqu'un il est Shomer Shabbat, c'est qu'en principe, et jusqu'à preuve du contraire, il est à la fois Shomer Kashrut, il est Shomer Negia, il est Shomer, il respecte tous les grands principes généraux de la Torah et des mitzvot. Et au point d'ailleurs que le Talmud nous dit, et c'est rapporté par tous les poskim, que celui qui transgresse Shabbat, c'est comme s'il transgressait toute la Torah. Et celui qui respecte le Shabbat, c'est comme s'il respectait toutes les mitzvot de la Torah. Ces phrases qui veulent, pour beaucoup, dire énormément, et pour d'autres, on dit, faut pas exagérer, c'est quoi? Faut pas exagérer. Vous avez des gens qui sont encore du niveau de croire que faire Shabbat, c'est manger couscous boulet, kaila, ou geffel que je t'en fiche, et voilà, et ça c'est Shabbat. Évidemment, avec toute la considération et le respect qu'on a pour toutes les traditions culinaires, c'est évidemment pas ça qui fait d'un juif un Shomer Shabbat. Même la bonne fila marocaine, non. Ça suffit pas. D'où qu'on soit, les traditions culinaires, avec toute la place légitime qu'elles occupent, et toutes les papilles en sont là pour
pour attester que c'est très agréable. Il n'en reste pas moins vrai que limiter le Shabbat à cela, c'est très grave. Ça voudrait dire que le Shabbat ne repose que sur une addiction à la bouffe, et pour certains à l'alcool. C'est réduire, hein. C'est, comme on avait déjà dit, c'est le Shabbat des bœufs, ça, c'est pas le Shabbat des Juifs. Les bœufs non plus, on n'a pas le droit de les faire travailler Shabbat. Mais leur Shabbat à eux, ça se résume à ça. On n'a pas le droit de leur faire porter un fardeau. On n'a pas le droit de... Et puis, voilà, ils broutent de l'herbe, et puis c'est zéro. Ah, Shabbat Shalom. D'accord. Mais c'est pas ça. Le Shabbat d'un Juif, s'il se limite à ça, si Shabbat c'est simplement boire, manger et dormir, c'est le Shabbat d'un bœuf. On n'insulte personne, puisque tout le monde apprécie de bien manger le Shabbat, et même de se reposer un peu. Mais c'est pas ça, Shabbat. Shabbat, le repos du Shabbat, c'est surtout un renforcement moral et spirituel. C'est le jour où, en vérité, si on fait vraiment Shabbat comme il faut, le plus crevant de toute la semaine. Si le jour du Shabbat, c'est le jour où vous dormez le plus, vous êtes certain que vous faites pas Shabbat. Vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien. Si vous croyez que Shabbat, c'est pour se reposer, maman. De quel repos on parle? C'est quoi le repos du Shabbat? C'est le repos du guerrier qui, en attendant de se remettre au combat, il prend un tout petit peu de temps de pause minimum pour être encore plus fort pour le combat d'après. Vous voyez, c'est ça Shabbat. Allez demander à ceux qui se battent là-bas, n'est-ce pas, que ce soit à Gaza ou ailleurs. Vous croyez qu'ils dorment? Vous croyez que ce soit la chaleur quand il fait chaud ou le froid quand il fait froid, dans des conditions les plus terribles, ils dorment pas, ils dorment pas, rien. Et ils sont toujours en train de se battre. Pas parce que ce sont des assoiffés de sang, ça, il y en a d'autres de l'autre côté qui sont comme ça. C'est simplement parce que quand on aime sa famille, quand on aime son peuple, quand on aime son pays, alors on se bat pour lui. Et les règles du combat ne sont pas les mêmes selon le type de combat. Il y a des gens, ils sont capables de s'empêcher de dormir pour aller signer un contrat et faire un maximum de bénéfices. Il y a beaucoup de gens comme ça, n'est-ce pas? Pour aller en province, ils se lèvent très tôt. Ces mêmes personnes, vous leur dites de venir à la prière à 8 h du matin. Ah, c'est tôt. Les pauvres. Oui, je dis les pauvres. Si on est capable de se lever pour gagner de l'argent, et on n'a pas de condescendance à l'égard de ceux qui gagnent de l'argent, que bien leur fasse, c'est très important de gagner sa vie. Évidemment, c'est légitime. Mais faire des efforts pour gagner sa vie et ne faire aucun effort pour gagner le monde futur et pour gagner une tranquillité d'esprit, de gagner des qualités permettant une exemplarité pour tous ceux qui viennent après soi. Si on n'est pas fichu de comprendre que l'importance de la vie, c'est ça, alors on est passé à côté du Shabbat. Le Shabbat, on doit étudier plus que n'importe quel jour de la semaine. Alors je comprends, bien sûr, parce qu'il faut être ouvert, il faut être tolérant, il faut être tout ce qu'on veut. Qu'il y en a qui sont très fatigués. Vous croyez qu'on est en pleine forme? Croyez-moi. Moi, je travaille déjà grâce à Dieu 18 heures par jour, mais en plus de ça, hein, le Shabbat, qui est censé être le jour le plus cool pour moi, c'est Davka le jour où je travaille encore 10 fois plus. Et je m'en plains pas du tout, au contraire. Je crois que si je ne faisais pas ça, c'est là que je serais malade. Vraiment. Parce que c'est le Shabbat que l'on prend ses forces. Vraiment. Les vraies forces. Celles qui nous permettent de dépasser les limites physiques. C'est Shabbat. Il n'y a que Shabbat qu'on est capable de faire ça. En semaine, quand on est fatigué, quand on n'en peut plus. Alors oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont obsédés par le pognon, alors ils sont capables de faire des efforts parce que c'est ça. Mais les pauvres, comment ils sont après chiffon. Alors que le repos, qui est un repos moral et spirituel, que l'on observe le Shabbat, eh bien c'est tout le contraire. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très gentil, c'est très motivant, c'est mignon, mais quel rapport avec le fait de l'interdiction de monter une table ou un lit? Franchement, quel rapport? Apparemment, je suis d'accord, si on s'en tient à la pure rationalité, ça n'a aucun rapport. Aucun, je vous l'accorde. Aucun rapport. Sauf que c'est justement ce que vous devez comprendre dans le respect des mitzvot de la Torah. Dans le respect des mitzvot de la Torah, il y a des dimensions qui ont un rapport intellectuel précis, bien, facile à comprendre, respectable et même motivant.
mais il y a aussi des dimensions qui sont totalement irrationnelles. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose, alors je ne vous ai pas demandé d'être justement comme des bœufs, de faire juste les choses de manière aveugle, pas du tout. C'est une mitzvah de rechercher la signification profonde de chaque chose. Tout ce qu'on fait, c'est, on va dire, l'essentiel. Mais il y a toujours à approfondir davantage. Ce qui nous relie à l'ensemble des 39 mitzvot, ou plus précisément des 39 interdictions, des 39 melachot interdites le Shabbat, c'est une prise de conscience, laquelle qu'il y a 39 choses qui, dans l'histoire, ont servi à la construction du Mishkan. Quelque chose dont le caractère sacré est tellement grand qu'il va nous relier non seulement au vécu du Shabbat, mais qui va nous relier à la dimension même de ce que signifie pour nous le travail, à travers la totalité des générations jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est difficile à comprendre. C'est quelque chose d'abstrait, mais que je vous demande d'essayer de faire l'effort de comprendre. Il y a dans tout acte que l'on fait une dimension physique et morale, une dimension matérielle et spirituelle. Ce que la Torah nous apprend lorsqu'on nous demande de respecter les commandements de la Torah, c'est faire le lien ou le pont, si vous voulez, entre une dimension qu'on peut effectivement comprendre de manière intellectuelle et d'autres qui n'ont aucun rapport avec l'intellect. D'ailleurs, il est assez remarquable de voir que dans la paracha qu'on va réciter ce Shabbat, dans la paracha de Kitissa, un des commentaires sur la paracha va nous dire que Kitissa est drosh, qu'il est question d'un relevé, d'un recensement qui se fera par tête. Et on apprend, vous l'avez sûrement vu dans Rashi, dans les commentateurs classiques, qu'on n'a pas le droit de compter parce que ça apporte le mauvais œil. On ne comprend pas, c'est quoi le rapport tout ça? Le fait de compter, ça apporte le mauvais œil. Quel rapport le mauvais œil? Dès le moment où vous traitez un être humain comme un animal ou comme une statistique, et que vous le réduisez à un chiffre, vous l'avez tué. À l'inverse, lorsque vous rappelez que chaque être humain, il a une dimension morale et spirituelle unique, une âme qui fait de lui quelqu'un d'unique, et que cette âme, elle a besoin d'un comportement singulier, d'une manière singulière de se comporter, de s'exprimer, de réfléchir et même de manger. Parce qu'on pourrait croire que, comme il est dit par ailleurs dans la Torah, que le peuple d'Israël, c'est un des peuples qui est grand, non pas par le nombre, mais par l'intelligence. Alors du coup, certains sont tombés dans la faute qui est la plus répandue dans notre génération. C'est celle de croire que les feuilles, ils sont grands parce qu'ils ont le plus grand nombre de... comment ils appellent ça? Des quoi? Prix Nobel. Des prix Nobel, bravo. C'est ça, prix Nobel. Mais enfin, lorsqu'on a reçu la Torah au Sinaï, on ne nous a pas dit d'être prix Nobel. Alors que tu veuilles être fier qu'il y ait beaucoup de prix Nobel chez les Juifs, c'est là, on est d'accord, pourquoi pas. Mais c'est pas ça qui va définir le Juif, parce que si tu définis le Juif par le fait d'avoir une intelligence particulière, tu vas créer quelque chose qui est complètement contradictoire avec l'esprit de la Torah. À savoir qu'un Juif, c'est une tête. C'est seulement le judaïsme intellectuel qui prime. C'est exactement la porte ouverte à tous les judaïsmes libéraux de l'histoire. À commencer par le christianisme, en passant par un islam contourné, jusqu'à arriver à toutes les idéologies novatrices qui, chacune, prennent de la Torah ce qu'ils veulent et laissent de côté ce qu'ils veulent. Un peu comme dans un menu de restaurant. Ça, je prends, ça, je prends pas. Mais c'est pas ça. Un juif de naissance n'a pas le droit de faire ça. Et un juif d'adoption non plus. Quelqu'un qui désire devenir juif, il ne doit pas dire, bon, je ferai ça, après tout, je prends en exemple les feuilles que je connais. Ouais, si vous prenez en exemple les feuilles que vous connaissez, vous êtes mal barré. Pourquoi? Parce que les feuilles qu'on connaît, que Dieu les bénisse, mais beaucoup, justement, à force de vivre parmi les non-juifs, eh bien, ont perdu la conscience de ce qui les caractérise, de ce qu'ils ont de singulier. Et donc, ce n'est pas que l'intellect. Ce qui les caractérise, c'est beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi on ne mange pas comme tout le monde, on ne réfléchit pas comme tout le monde, on ne se comporte pas comme tout le monde. Pour autant, ça doit pas être une définition négative et positive. Il ne faut pas avoir l'esprit de contradiction. Ah, parce que les autres, ils font ça, alors nous, on fait ça. Non, c'est le contraire. On fait ça parce que Dieu nous a dit dans la Torah que c'est comme ça qu'il faut faire.
Est-ce que vous comprenez maintenant un peu mieux la raison pour laquelle les sages d'Israël sont si attachés au respect des commandements? C'est pas pour être contre les autres ou différent des autres par esprit de contradiction, pas du tout. C'est parce que la Torah nous enjoint de réaliser exactement ce qui convient à ce que nous sommes et ce pourquoi Dieu nous a choisis. Il nous a choisis justement pour ne pas être comme tout le monde, mais d'avoir une manière différente d'être. D'ailleurs, regardez un petit peu dans les événements qui nous entourent, que ce soit au plan idéologique, politique ou autre. On ne traite jamais les Juifs comme les autres. Ah, vous m'avez manqué, hein, aujourd'hui. J'avais personne. Non, je plaisante. Ah, c'était dur. Dans ces cas-là, vous savez, vous risquez, si vous voulez vous tournez, regardez, il y avait de la place là. Vous ouais, j'ai pas osé. Ok. En tout cas, voilà, j'ai quand même. Prenez la suite. Je vous laisse le. Je disais donc que. C'est bon. Là, il est. Je vous disais donc que de temps en temps, j'ouvre cette parenthèse un petit peu longue parce que je pense quand même qu'à un moment donné, on a besoin d'un peu de motivation pour comprendre mais pourquoi c'est si important de respecter de manière générale les mitzvot et en particulier les règles de Shabbat. Il faut le prendre exactement comme lorsque on vous dit que pour qu'un appareil fonctionne bien, que vous respectiez scrupuleusement les règles ou le mode d'emploi. Et si vous faites quoi que ce soit qui n'est pas conforme, eh bien, tout d'un coup, au moment où vous en avez le plus besoin, mince, ça marche pas, ça bug, vous comprenez pas pourquoi. Cette idée, elle est facile à comprendre, elle n'est pas d'une profondeur kabbalistique. Donc même si vous ne comprenez pas toujours le lien entre une règle et la nécessité de son respect, sachez juste, et c'est en cela que vous devez faire confiance à la Torah, qu'elle est indispensable pour vivre un Shabbat comme il faut. Vous comprenez un peu mieux l'idée. Alors revenons maintenant à notre halakha. L'interdiction de monter donc une table ou un lit, c'est lorsqu'elle s'apparente au fait de dresser une tente. Et c'est ça que interdit, en l'occurrence, la fameuse melacha. Néanmoins, si le table ou le lit repose sur des parois qui sont pleines, comme par exemple une boîte, c'est-à-dire non plus sur 4 pieds, vous avez vu, un petit peu comme ces tables qu'il y a dans les salons. Soit elles reposent sur des pieds, soit au contraire, vous avez au milieu de la table un truc énorme sur lequel la table se trouve. Vous voyez de quoi je parle. Donc, dans un cas pareil, c'est même pas, on ne peut pas parler de comment on appelle ça, de notion de tente, mais bel et bien, il s'agit bien lui il appelle ça une boîte, et non sur 4 pieds distincts. Eh bien, dans ce cas-là, dans ce cas précis, il sera défendu d'y déposer la planche. Il faudra élever la planche et une tierce personne placera les parois sous la planche. Il est donc aussi possible de déposer la planche sur des parois qui étaient déjà placées avant l'entrée de Shabbat à un endroit spécifique, car le fait de déplacer d'abord les parois et ensuite la planche pour les assembler est assimilable à la construction d'une tente qui serait prohibée, mais dans le sens inverse, ainsi que dans le cas où les parois étaient déjà posées avant Shabbat, ceci sera toléré. Bon, en 2 mots, tout ce qui peut se faire depuis avant Shabbat, la tolérance est complète, mais si ça doit se faire pendant Shabbat, il ne faudra pas le faire. D'accord ? Dans le même prolongement, on va dire, nous allons parler de l'interdiction ou l'autorisation, on verra, de placer un livre sur 2 piles de livres. Vous avez compris ? Placer un livre qui serait sur 2 piles de livres. Quel est le problème ? Il n'y a pas de problème, je vous rassure. Il est permis de déposer un livre au-dessus de 2 piles de livres, écartées l'une de l'autre, bien qu'apparemment il crée un espace libre et que ceci soit comparable à une tente qui habituellement avait été prohibée, avec des parois et un toit. Mais malgré tout, ici, nos sages n'ont pas défendu cet acte du fait que l'espace créé sous le livre n'est pas utilisé. Vous avez compris ? Chaque fois, je répète des éléments à côté desquels vous passeriez, dont vous ne comprendriez pas la logique. Pourquoi une fois c'est permis, une fois c'est pas permis. Toute l'idée, c'est une tente sous laquelle on va, nous, se placer. C'est ça qui rend les choses interdites. Mais là, en l'occurrence, vous avez 2 piles de livres, comme il y en a beaucoup ici. Si vous mettez un livre par-dessus qui sert un peu, qui donnerait l'impression de ressembler à une tente, vous ne passez pas dessous, il n'y a aucun souci, donc vous pouvez faire ça Shabbat.
Il sera aussi permis d'étendre une nappe sur la table, bien que les extrémités de la nappe pendent sur les côtés et créent un espace libre entre les 4 pieds de la table. Ceci sera évidemment permis. Pourquoi? Car la nappe, voilà, car la nappe étendue sur la table ne crée pas un espace entre la nappe et la table. De plus, l'espace sous la table n'est pas utilisé non plus. Et il est aussi permis d'ouvrir les tables qui sont fixées au mur à l'aide d'un chevalet ou d'un autre type de support, comme des tablettes amovibles, vous savez, celles que vous avez dans les avions, ou alors les trains, par exemple, d'accord? Et du fait que l'individu n'utilise pas l'espace inférieur, mais seulement il utilise le rabat que dans le but d'y déposer des livres ou des aliments, tout cela sera permis. Et bien sûr, cet espace de plus n'est pas doté de parois. Voilà, donc tous ces exemples qui sont rapportés par le Rav et qui sont quand même originaux dans leur présentation sont là pour vous apprendre au fur et à mesure à mieux saisir les contours de la Melacha. On va passer à présent aux chaises et lits qui sont dépliants.